Jean-Michel Vienne, Expérience et raison, les fondements de la morale selon Locke. Penser, c'est penser contre qui n'a été amené à penser par l'obstacle que représentait pour lui telle forme de vie, telle conception de l'existence, tel système. Même si l'esprit devient par la suite moins réactif, les commencements sont critiques. Contre la tyrannie de ce qui est établi, contre l'empire du trop évident, la critique inaugurale revêt la forme d'une exigence de pureté primitive. Elle se représente la construction future comme devant se fonder sur des bases saines. L'acte premier de la pensée consciente d'elle-même est un retour à l'origine pour en éprouver la fiabilité, une enquête sur l'origine, la certitude et l'étendue de la connaissance humaine. Mais à quel titre privilégier ainsi l'origine et à quel titre convertir ensuite l'origine en source de certitude? Ce privilège que la pensée critique accorde à l'origine est lui-même à critiquer. On peut certes supposer que toute l'énergie nécessaire à un mouvement soit enveloppée dans la seule origine, comme lorsque le dynamisme nécessaire, tel un ressort bandé, est enfermé dans le mobile. Ainsi, la sensation, l'expérience, l'idée ou la monade enfermerait en elle d'emblée la totalité du savoir qui en sortira. À l'improbabilité de ce présupposé s'ajoute une difficulté propre à son application au champ de la connaissance. Chercher dans l'origine la certitude et ses limites, n'est-ce pas faire dépendre du fait ce qui ne devrait relever que de la norme et du droit? La question se pose particulièrement en morale. La morale est, plus que d'autres phénomènes culturels, pétrie d'éducation et de tradition. Elle est pour le sens commun lieu d'évidence et donc pour le philosophe lieu privilégié d'examen. S'y joue souvent, sinon toujours, la décision initiale de penser contre ce qui semble fidélité naïve aux traditions. Et de cette décision initiale de mesurer l'obligation morale suit l'interrogation philosophique. Locke est un penseur qui s'est étonné de l'immédiateté prétendue des principes moraux, de l'intolérance et du dogmatisme qui en découle. Un penseur qui s'est inquiété des limites de la connaissance morale et religieuse et qui a par ce biais abordé l'ensemble du champ philosophique pour en élaborer un savoir critique et fondé. Il a voulu remonter à l'origine du savoir pour déterminer la validité des discours moraux et les distinguer des discours scientifiques, trop souvent incertains. Bref, il a prétendu résoudre la question de la morale par l'examen de l'origine, de la certitude et des limites de l'ensemble de la connaissance humaine. L'ouvrage qui va suivre examine cette prétention. Elle peut en effet surprendre puisqu'elle s'oppose à deux thèses de l'interprétation traditionnelle de Locke. On considère d'une part que l'essai sur l'entendement humain n'a pas cette orientation pratique, d'autre part que la psychologie empiriste qu'on y trouve ne parvient pas à fonder mais seulement à décrire. Premièrement, même si l'on ne dit pas explicitement que la finalité de l'essai est la réflexion sur la science plutôt que sur la pratique, l'importance donnée à l'épistémologie scientifique est significative, malgré une heureuse inversion récente des tendances. En France, plus qu'en milieu anglophone, l'intérêt pour la finalité éthique de la pensée de Locke a été ravivé par l'ouvrage de Paulin « La politique morale de John Locke ». Les études de la pensée morale de Locke sont rares en comparaison des multiples raffinements exégétiques sur sa théorie de la science. Dans le texte, on parlera couramment de l'essai pour désigner cet ouvrage, à ne pas confondre avec The Essay on the Law of Nature, dont le titre sera donné in extenso. En outre, plutôt que dans l'essai, la réflexion lockienne sur la pratique est cherchée dans les œuvres publiées anonymement, et le rapport de ces œuvres à l'essai est montré comme problématique. L'autre thèse de l'interprétation traditionnelle est plus souvent explicitée. Locke critique l'appel à l'idée innée, mais il n'offrirait qu'une argumentation malmenée et naïve qui manquerait son objectif, faute d'avoir compris la part de la raison en toute connaissance spéculative. La suite de l'ouvrage persévérerait dans la même erreur principielle, en offrant en lieu et place de fondement de la connaissance qu'une description de la Genèse. Leibniz reprochait déjà à Locke de confondre l'origine objective du savoir et histoire de sa découverte psychologique individuelle, critiquant par exemple la conception lockienne du langage. Leibniz affirmait « cet ordre ne donne pas l'origine des notions, mais pour ainsi dire l'histoire de nos découvertes ». De façon analogue, Husserl reproche à Locke de manquer justement le point critique et transcendantal. L'empirisme ne serait jamais qu'un psychologisme, et la structure objective et logique de la connaissance serait toujours hors d'atteinte pour des penseurs de son espèce, préoccupés par la description psychologique individuelle de l'origine d'un savoir, plus que par le fondement que seul révèle l'analyse de la constitution des concepts. L'empirisme anglais, c'est-à-dire une théorie psychologique de la connaissance dans le style de Locke, continua à proliférer.
en sorte que la philosophie transcendantale, avec ses problématiques entièrement nouvelles, dut continuer toujours à combattre contre ce psychologisme-là aussi. Et ce psychologisme se définit toujours selon Husserl comme la théorie selon laquelle la psychologie, et plus précisément la psychologie de la connaissance, fournit le fondement théorique nécessaire à la constitution d'une technologie logique. Ce que Husserl dénonce à propos de la théorie de la connaissance, Rousseau le dénonçait déjà à propos de la théorie politique. Il n'est pas venu dans l'esprit de la plupart des nôtres de douter que l'état de nature eût existé. La genèse de l'état politique, à partir de l'état de nature présenté par Locke comme événement historique, serait l'équivalent politique de la genèse psychologique des lois logiques dans l'essai. Ainsi, dès le départ, Locke manquerait l'interrogation proprement philosophique, en cherchant la nécessité de l'universalité dans l'expérience où elles ne peuvent être. Locke remplacerait le métaphysique par le psychologique, l'élaboration du principe par le récit des débuts, et plus rien ne fonderait alors la science. Ainsi, dans la mesure où il traite essentiellement de savoir théorique, Locke pêcherait par naïveté, son empirisme mépriserait la raison et la nécessité a priori qui lui appartient. Même ceux qui ne méprisent pas cet empirisme ne font qu'inverser le signe de l'analyse précédente. Locke aurait eu le mérite d'avoir le premier montré que la certitude universelle naît de la seule expérience factuelle. Il aurait le premier remplacé l'intuition des essences par l'autodéveloppement de l'empirique en la conscience humaine. Il aurait ouvert les voies de la réduction du métaphysique au positif. Or, cette lecture est partielle, sinon fausse, pour deux raisons. L'une qui tient au sens donné au terme d'origine et de fondement, l'autre qui tient au rapport entre la connaissance théorique et de la réflexion morale chez Locke. Même si Locke utilise effectivement le vocabulaire du fondement pour désigner l'origine sensible, même s'il dit que l'expérience est l'origine et le fondement de la connaissance, sa pensée ne se réduit pas à une telle affirmation interprétée selon le sens contemporain des termes. Au moment où il critique pourtant ce qu'il nomme la dérivation physiologique des concepts par Locke, Kant reconnaît lui-même que l'activité de l'entendement est déjà chez Locke la forme qui confère à l'expérience sa validité. L'activité de l'entendement informe un donné sensible sous forme donnée qui ne peut donc être fondement au sens où la critique nietzschéenne prend ce terme, donné qui ne peut être la seule origine dont surgirait l'universalité et la nécessité de la connaissance. Le sensible est, dans le texte de Locke, fondement, mais a un sens précis qui reste à éclaircir, ce qui n'est pas le sens contemporain du terme. Ce que refuse le plus vigoureusement Locke, c'est précisément la thèse qu'on lui attribue à tort. La connaissance et l'opinion ne peuvent être à ses yeux fondées sur un donné qui contiendrait déjà en lui la totalité des relations que l'esprit n'aurait qu'à enregistrer passivement. Il n'y a pas de vérité éternelle, universelle, toute constituée. Il n'y a pas non plus de sens moral, d'intuition des essences, d'intuition du vrai ni du bien. Il y a au contraire une œuvre à accomplir et l'entendement est chargé de cette œuvre. Seule cette activité donne l'assurance et la certitude. Pour clarifier ce point, on pourrait utiliser deux termes différents et opposer le fondement déjà constitué, l'énoncé préexistant et fondateur, ou en termes contemporains, l'axiome, à l'assurance que produit l'acte de l'entendement, liant des idées puis énonçant un jugement. On dira donc qu'il n'y a pas chez Locke de fondement au premier sens, que Locke dénonce au contraire avant Nietzsche tout fondement, mais qu'il instaure en lieu et place une assurance conférée par la Constitution, par la mise en forme opérée par l'entendement de propositions singulières. L'empirisme de Locke, s'il faut user de telles classifications, est donc spécifique. Il associe la référence nécessaire de tout énoncé à son origine ou fondement sensible dégagé par analyse, et la construction synthétique artificielle de cet énoncé par la raison. L'empirisme de Locke associe en une formule qu'il va falloir examiner le donné sensible qui sert d'origine à un exercice de la raison qui construit sur cette origine. Reste le plus ardu, comprendre le rapport entre l'origine et la constitution, entre l'expérience et l'entendement, entre la matière et la forme. Dès lors, une lecture de l'essai qui voit dans le livre 1 une critique de la conscience naïve et paresseuse projetant en fondement ce qu'elle croit être son début, une lecture aussi qui décèle dans la partie centrale de l'ouvrage la synthèse par l'entendement de nos idées morales, puis la justification de la loi naturelle, une lecture enfin qui découvre que l'essai s'achève et s'accomplit par la détermination des limites de la connaissance humaine au bénéfice de l'exercice du jugement pratique seulement probable. Cette lecture permet de mettre en rapport les diverses parties du texte protéiforme qu'est l'essai. Elle permet aussi de rendre compte des 20 années de réflexion, de pratiques médicales, scientifiques, politiques qui ont préparé l'ouvrage.
La critique de Linné au livre 1 ne peut être séparée des multiples critiques contre les diverses formes d'immédiateté éparpillées dans l'ouvrage, immédiateté prétendue de l'idée générale du mot, de la maxime et du principe utilisé dans le syllogisme scolastique. Chaque livre contient sa critique de l'immédiateté. Ce qui est mis en cause dans l'immédiat, c'est que sous couvert de naturel, en latin ou en anglais, innatus, innate, a plus évidemment rapport avec nature. On prétend exclure l'entendement. On prétend exclure l'entendement. Lui seul pourtant est proprement humain, et rien ne peut être origine d'un état proprement humain qui exclurait l'œuvre de l'entendement. Dès lors que Dieu n'est plus donné, dès que la pensée fonctionne, et etsi Deus non daretur, sans fondement immédiat. Dès que l'on pense comme Locke veut le faire dans l'univers des causes secondes, seule une généalogie, une synthèse sous contrôle de l'entendement vaut assurance. La critique de Linné n'est donc chez Locke qu'une des formes de la critique de tout ce qui ne donne pas sa place à l'entendement. Et les trois autres livres du même geste écartent l'immédiat et mettent à l'œuvre l'entendement. Mais avant d'entrer dans le détail de l'analyse, il faut relever l'autre erreur de lecture, liée à la première. S'il n'est pas de fondement stable de principe pour le savoir, s'il n'est du fait même pas de connaissance en matière de physique, c'est-à-dire la connaissance philosophique et non historique descriptive de l'essence même des êtres. À plus forte raison, ne peut-il y avoir de connaissance morale qui soit fondée sur des principes pratiques immédiatement évidents, maximes. Plus encore que dans le domaine spéculatif, l'immédiat tend pourtant à s'imposer dans la pratique. Agir sans examen, se fier aux maximes, c'est satisfaire au bien, aussi bien la paresse des uns que le besoin de pouvoir des autres. La critique de l'immédiat a chez Locke une portée pratique évidente. Mais la réflexion sur la morale n'est pas seulement conséquence annexe de l'épistémologie. Il faut aller jusqu'à reconnaître que le rapport est inverse. C'est initialement pour résoudre des questions pratiques et religieuses que Locke en est venu à étudier la portée de l'acte d'entendement sous toutes ses formes, à distinguer la connaissance, certaine par définition, de l'opinion seulement probable, ce qui est du domaine de la connaissance en morale, de ce qui relève du jugement. Et ce qu'indique l'histoire des écrits se confirme par la structure de l'œuvre. Le parallélisme est constant dans l'essai, passant du savoir de la nature au savoir de la morale, des substances au mode mixte, des principes innés aux maximes innées. Même si les réflexions épistémologiques dominent apparemment, l'utilisation éthique est toujours présente. Comprendre l'essai comme une réflexion épistémologique au service d'une pratique est un présupposé fécond de lecture, présupposé appuyé sur la genèse aussi bien que sur la structure de l'œuvre. Ce présupposé est à l'œuvre dans les pages qui suivent. D'ailleurs, un auteur comme Locke ne peut séparer activité intellectuelle et activité morale. L'agir humain est indissociablement spéculatif et pratique. Si la Way of Ideas place au centre de la morale l'activité de l'entendement, c'est que le sujet est responsable de son salut, qu'il doit le construire jusque dans ses entreprises humaines. Et l'immoralité réside dans l'abandon à d'autres de cette validation sous couvert de principes innés, de maximes, de langage social. Le premier devoir est de croire pour soi-même, de connaître par soi-même. La raison est une tâche confiée à l'homme par Dieu dès le covenant initial. L'arrière-plan métaphysique discret détermine une forme d'empirisme qui se distingue nettement de celle d'autres empiristes tels que Hobbes, Hume ou Condillac. Deux ambitions dans ce qui va suivre, donc manifester que l'entendement est création, forme de l'assurance, à la place de tout fondement immédiatement donné, et dans un rapport à l'expérience qui reste à éclaircir. Manifester ensuite que la pensée morale est première en intention et que s'ordonne autour d'elle l'analyse des autres champs. Mais avant d'aborder la synthèse de la pensée morale, celle qui assure la pensée morale sur l'œuvre de l'entendement, nous emboîterons les pas de Locke pour traiter de la genèse erronée et son analyse. La croyance est un fondement sur l'immédiat. Mettre en évidence les processus de cette critique sera en même temps définir le statut de l'entendement qui opère la critique. Et cette définition constituera l'objet principal de la première partie. À travers la critique des formes de l'immédiateté que sont l'inné du livre 1, l'influence sociale des livres 2 et 3, le principe syllogistique ou l'enthousiasme du livre 4, l'entendement se définira progressivement. Une fois le champ déblayé par la critique et la démonstration de la loi morale et ses divers avatars, depuis les premières recherches jusqu'à Reasonableness of Christianity, donne de l'entendement qui résonne ou raison une image de plus en plus précise. C'est cette détermination progressive du statut de la raison et des formes de son exercice en morale qu'étudie la deuxième partie.
Mais la démonstration systématique de la loi n'épuise ni la question morale ni la détermination de ce qu'est l'entendement. Il reste à manifester comment intervient l'entendement dans la vie morale effective. Et dans ce traité des passions à la façon de Locke se situe aussi le jeu de l'expérience et de l'entendement. Expérience du plaisir et suspens de l'entendement. La troisième partie est consacrée à l'étude de cette forme de collaboration. Ainsi, sous trois aspects différents, ce sera toujours du jeu entre expérience et entendement qu'il sera question. Le corpus, l'essai est le seul ouvrage que Locke ait totalement reconnu. Il faudra donc le prendre pour texte de base. Nous nous efforcerons de dégager la structure de l'essai, de manifester la place de l'expérience et de l'entendement dans l'empirisme de cet ouvrage, de manifester la finalité pratique de l'œuvre dans les affirmations, exemple, correction de 5 éditions que Locke a préparées, de la critique de Linné aux notations polémiques sur les rapports de l'entendement et de la volonté. C'est l'essai qui procurera la structure de l'analyse. Faut-il pour autant ignorer l'aide offerte par d'autres textes? L'anonymat des Treatises of Government a été jalousement gardé par Locke, au prix de l'amitié parfois avec tel ancien collaborateur. On a dit que cet anonymat avait pour fonction de masquer des divergences de méthode et des définitions différentes de l'empirisme. Puisque l'œuvre est incontestablement de Locke, ce sera une excellente occasion de mettre à l'épreuve ces différences et de vérifier si cette hétérogénéité est totale. Restent les multiples inédits, brouillons préliminaires, correspondances, manuscrits. L'érudition de l'édition et le zèle des bibliothécaires britanniques ont procuré de multiples documents neufs. Par comparaison avec l'essai, ces textes permettent de manifester par quelle voie Locke est parvenu à son texte majeur. Les silences, les ratures, les ajouts deviennent par là significatifs. Le texte de l'essai demeure donc central. Sa structure et sa fonction demeurent notre question, même si pour en décider, nous interprétons son rapport aux autres textes. De même, à plusieurs reprises, il arrivera que la pensée d'auteurs contemporains de Locke soit convoquée. Il ne s'agirait pas de manifester une influence. J'ignore si la question des influences en matière philosophique peut être décidée. Il s'agira plutôt de manifester comment peuvent autrement jouer entre eux des concepts proches, et donc de mieux comprendre encore les choix de Locke dans son ouvrage principal.